Bonjour à tout le monde. Merci de participer à nouveau sur ces webinaires qui sont faits pour vous, les offices de tourisme, les OGD d'Occitanie. Et aujourd'hui, un webinaire animé par Claire Zanier sur les 5 facteurs qui dégradent la santé mentale des collaborateurs. Ce webinaire sera bien évidemment monté et vous le retrouverez en replay sur le site du CRTL. Mais en attendant, je donne la parole à Claire. Alors, bonjour à tous. Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle série de webinaires pour l'année 2024. Avec Véronique, nous avons établi un nouveau programme. La première thématique, elle est intéressante, c'est commencer à évoquer la notion de santé mentale des collaborateurs et parler de facteurs organisationnels. Alors, est-ce que Véronique, me confirmes-tu que tu vois bien l'écran, que tout va Tu bien? vois bien l'écran? Tout va bien. Tout va bien. Alors, toujours le même petit préambule, je suis toujours Claire Zanier, je suis gérante d'un cabinet conseil depuis 12 ans maintenant. J'ai travaillé dans une vie antérieure dans un office de tourisme de la région Occitanie. Je suis aujourd'hui consultante RH. J'interviens beaucoup sur des dimensions gestion des compétences, dialogue social, santé, sécurité au travail. Beaucoup dans le monde du tourisme, de l'hôtellerie, restauration. Donc on peut, voilà, je vais m'appuyer là-dessus, sur ces petites connaissances pour vous donner quelques pistes de réflexion. En termes de préambule, le contexte de ce webinaire. Alors, aujourd'hui, on parle beaucoup de burn-out, de risques psychosociaux. Il m'a semblé intéressant de démarrer par quelque chose. Euh, on a aussi un renforcement des obligations de l'employeur en matière de gestion de la santé au travail. Je vais vous en dire un mot très très rapide. Et les notions de charge mentale et d'épuisement professionnel sont au cœur des débats dans les organisations de travail. Pas chez tout le monde, heureusement, mais c'est quand même une thématique, surtout sur les structures de services. Alors, en termes de sommaire, le programme de 7 heures, vraiment quelques informations rapides sur le cadre légal qui entoure la santé mentale au travail. Je reste évidemment à votre disposition pour continuer les échanges et puis vous aider éventuellement en fonction des besoins. Et après, j'ai choisi 5 facteurs liés à l'organisation du travail qui impactent la santé mentale. C'est pas les seuls et les uniques, il y en a d'autres, mais je trouve intéressant de faire un focus sur 5 facteurs que moi je retrouve dans tous les audits de prévention RPS, risques psychosociaux. Voilà, ça permettait de faire une petite synthèse. Alors, le cadre légal à avoir en tête, il y a deux pôles rapidement. S'il devait y avoir un seul article du code pénal, enfin du code du travail à retenir, code du travail, pardon, c'est l'article L 41 21 1 du code du travail qui dit que l'employeur prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Donc aujourd'hui, ce texte est bien inscrit dans le paysage législatif. Donc, ce qu'on demande à l'employeur, c'est d'éviter les risques, de combattre les risques à la source, de mettre en place de la prévention collective, d'adapter le travail à l'homme et pas l'inverse et de veiller à surtout choisir des solutions moins impactantes pour la santé, si c'est possible. La dimension importante, c'est que si on ne peut pas éviter le stress au travail, il faut être capable de le mesurer et être capable de l'atténuer. Donc ça, c'est la responsabilité de l'employeur. Cette obligation, c'est une obligation de moyens renforcés. Ça veut dire que cela veut dire que euh,
l'employeur doit mettre en place tous les moyens qu'il a à sa connaissance pour limiter l'impact sur la santé des travailleurs. Donc, il y a une notion de tous les moyens qu'il peut. Ensuite, l'autre élément du cadre légal à retenir, c'est la loi santé de 2022. Le document unique d'évaluation des risques devient un outil, alors c'était déjà obligatoire avant, il devient un outil qui doit être mis à jour régulièrement, tous les ans à minima. Donc ça implique que le document unique devient un outil d'amélioration continue. Vous êtes tous sous format qualité ou en passe de lettres. On considère que la santé au travail, on doit mettre en place un système d'amélioration continue. Je vous informe aussi qu'on doit garder les documents uniques et les archives sur 40 ans. Donc, il faut arriver à avoir cette démarche minimum une fois par an d'actualisation en fonction de la situation. L'autre élément de la loi santé, c'est que l'employeur peut intégrer des partenaires dans sa réalisation. On a les services de prévention en matière de santé au niveau départemental ou régional, mais vous avez aussi les élus du personnel lorsque vous en avez, mais il peut y avoir aussi des salariés qui sont partenaires, voilà, dans la réalisation, dans l'évaluation et la mise en place du plan d'action. Et un autre point qui est important par rapport à la loi santé, c'est qu'on a l'obligation de mettre un plan d'action, ça c'était le cas avant, mais un plan d'action beaucoup plus détaillé avec des indicateurs de résultats. Je ne vous l'ai pas écrit là, mais on demande aussi à chiffrer le plan d'action. Donc en gros, ce document doit être montré en cas de contrôle. Et évidemment, dans le document unique, il va falloir faire figurer la prévention des risques psychosociaux et tous les facteurs aggravants et comment on va gérer tous ces facteurs aggravants de la charge mentale et du travail en règle générale. Donc, la dimension risque psychosocial il faut bien l'avouer, jusqu'au moment du Covid, assez anecdotique dans les documents uniques d'évaluation des risques professionnels. Là, ça devient vraiment un sujet à part entière. On est aussi dans un paramètre, on est aussi dans un contexte où les lois sur le harcèlement et surtout le harcèlement sexuel et les agissements sexistes ont été renforcées par la loi Chiappa de 2018. Et il y a les textes de loi sur la prévention disent bien que lorsqu'on parle de prévention, lorsqu'on met en place des plans d'action, pas des plantations, pardon, un plan d'action, on doit mettre en place un plan d'action lié à la prévention des différents harcèlements, qui sont quand même la version premium de tous les risques psychosociaux. Voilà, c'était vraiment un point rapide pour se dire qu'avant de voir quels sont les facteurs de risque, voilà, on est dans ce contexte-là. Il est évident qu'aujourd'hui, moi, ce que je vois de ma pratique, les risques psychosociaux ne sont plus dénigrés, ne sont plus la part cachée ou la part moindre d'un management ou d'une gestion des risques psychosociaux. Alors, c'est pas le pays des faits dans tous les offices de tourisme, dans toutes les organisations de travail, mais on est quand même sur une prise en compte progressive, certes, mais ça commence à être un sujet. Alors, je vous propose plusieurs thématiques. Alors, d'une manière générale, quand on gère les risques psychosociaux, on gère plusieurs facteurs de risque. Là, j'ai picoré certains sujets. Alors, d'une manière générale, vous devez avoir une réflexion sur la charge mentale, l'autonomie au travail, les ressources humaines au travail, les ressources et les relations humaines au travail et le soutien entre pairs.
Euh, les conflits de valeurs, on va en parler, et les sentiments d'insécurité au travail. La charge mentale, c'est quelque chose d'assez évident, mais on n'en voit pas toujours l'origine. Il existe encore des propos ou des comportements qui minimisent l'impact de certaines méthodes de travail sur la charge mentale, y compris des gens qui vivent une charge mentale, ils considèrent que bon, c'est normal, ça fait partie du métier. La gestion de l'autonomie au travail, c'est deux points. J'ai choisi de le détailler. C'est soit trop d'autonomie, soit pas assez, en fonction des thématiques. La notion de relations humaines, évidemment, si le climat est extrêmement dégradé, ben ça s'arrange pas. Mais on voit que les risques psychosociaux s'aggravent, enfin les troubles stress ou les troubles anxieux s'aggravent lorsqu'il n'y a pas de soutien entre pairs, lorsqu'il n'y a pas d'écoute de la part du management, mais aussi de la part des collègues de boulot. Les risques psychosociaux sont largement aggravés par la sensation d'isolement au travail. Autre point, les conflits de valeurs. Les valeurs professionnelles, bah, c'est tout ce qu'on ressent lorsque on fait un petit point sur ce qu'on fait au quotidien et on se dit, bah tiens, en fait, ce que je fais, ça sert à rien ou ça n'a pas de valeur, ça n'a pas de sens. Et tous les signaux que je vois autour de moi montrent que ça n'a pas de sens. Voilà, donc ça, c'est un sentiment qu'il faut combattre. Et le dernier point, le grand classique, c'est lorsqu'on lâche à des collaborateurs, peut-être qu'on va fusionner, on va peut-être se réorganiser. Simplement, cette petite phrase peut provoquer des sensations d'insécurité et bah, qui sont aggravantes du stress. Ce qu'il faut savoir, c'est que le cerveau ne peut pas faire plusieurs choses à la fois, ça c'est un leurre, et que il a pour bien fonctionner, il a besoin d'un certain niveau de confort. Si on est en stress permanent, si on a des sources de stress, plusieurs sources de stress en permanence, le risque, c'est évidemment l'épuisement professionnel, mais aussi le désengagement et un gros sentiment d'angoisse. Alors, j'ai choisi plusieurs thématiques, allons-y. Alors, le premier facteur que moi je retrouve lorsque je vais en entreprise ou lorsque je rencontre des offices de tourisme, c'est la non-qualité perçue. Alors, la non-qualité perçue, c'est en marge des valeurs, c'est-à-dire que euh, on fait beaucoup de choses, on fait plein de choses, on, on travaille beaucoup, on est happé par énormément de thématiques et malheureusement, on n'a jamais l'impression de terminer ce qu'on fait. On est happé par une réalité et il n'y a jamais un sentiment de finitude des choses, très rarement. Alors, c'est ce que je viens de vous expliquer. Le cerveau a besoin d'un certain niveau de confort et de ne pas baigner dans le stress pour être en permanence, pour être en condition optimum. Et il a besoin de dire, là, ça y est, c'est fini, pour que ensuite il mette en place un cycle de reset, récupération. On a tous eu un moment donné où on se réveillait au milieu de la nuit et on se disait bah, j'ai plein de choses que je n'ai pas terminées et que surtout je ne pourrais pas terminer. C'est pas le fait de ne pas terminer les choses, c'est avoir la sensation que jamais ça ne sera fini. Et à côté de ça, vous avez l'impression de faire des choses qui sont pas cohérentes, qui sont pas efficaces et qui mériteraient d'être mieux travaillées. Alors,
On l'a tous eu, ça, mais lorsque c'est exacerbé, il faut vraiment le prendre en compte. Alors, il faut vraiment le prendre en compte dès les premiers signaux qui remontent des équipes, parce que le risque, c'est que ça soit aggravant d'épuisement professionnel. Les médecins du travail et les soignants sur des burn-out vous disent que c'est vraiment une sensation qui pourrait être gérée sur le plan organisationnel, qui n'est pas forcément réglée, et c'est bien dommage. Voilà. Alors, les pistes d'action, après, c'est des choses très simples. C'est faire en sorte que le management ou le soutien entre pairs ou les collègues, en gros, puissent matérialiser la fin des actions et de dire, ah ben là, on est arrivé au bout de quelque chose. Il faut formaliser la fin, en fait. Il faut aussi formaliser les niveaux de qualité. Alors évidemment, pas mettre trop les choses, enfin, mettre en place des niveaux de qualité qui soient atteignables. Et plus que de la qualité quantitative, tu as fait tant de visiteurs, tant de visibilité, tant de... Mais vraiment parler de critères de qualité et valoriser ces critères qualitatifs sur les prestations, en parler. Et alors, il y a une chose qui fonctionne très bien, c'est ritualiser les fins de cycle. Euh, les, les, Quand on a bien fait les choses, c'est important de créer des petits rituels pas de remerciements, mais même de petits mails en disant ben ça a été bien fait, quoi. Il faut avoir ce sentiment de clôture. Le deuxième facteur aggravant la santé mentale, alors là, on va pouvoir en parler un petit peu plus, c'est l'entrecoupement des tâches. Alors, l'entrecoupement des tâches, aujourd'hui, on est dans un fonctionnement où le numérique a beaucoup de place et on a tous pris l'habitude de faire beaucoup de choses à la fois. Avant, dans les années 50, 60, 70, 80, on faisait une tâche, quand c'était terminé, on était quand même assez centré sur une tâche. On avait, dans les organisations de travail, il y avait quand même des fonctions d'assistanat, donc qui permettaient de se concentrer sur d'autres thématiques. On est aussi dans un contexte qui s'est aggravé en termes de rythme au travail. Les rythmes sont beaucoup plus chargés. Donc, on a le numérique et des rythmes et des dossiers. On a plus de choses à voir. Et on a pris l'habitude, depuis une quinzaine d'années, de tout faire en même temps. Donc, on parle beaucoup de gestion des plannings, de gestion du temps. Depuis quand même un paquet de temps, on a tous eu en tête qu'il faut prioriser l'important et l'urgent. Ok, mais à un moment donné, on est dans un contexte général de travail où, sur le plan global, il faut prendre des mesures qui permettent d'éviter cet entrecoupement des tâches. Alors, le grand classique, c'est je gère des mails, ok, je réponds à mes mails, je garde les notifications des mails, même si maintenant ça commence à aller mieux au niveau des mails, des notifications mails, mais maintenant on a les notifications Teams et les groupes de travail via Teams. On peut avoir d'autres plateformes, des messageries ou plateformes Slack par exemple, qui sont très intéressantes, qui permettent de régler les problématiques d'organisation où on est étalé sur un territoire et on se voit peu, mais ça implique qu'on n'est jamais concentré à fond. On peut tout à fait être en interaction en permanence. Euh,
Associé à ça, ben, on travaille souvent dans des lieux physiques où on peut devoir gérer des sujets sur du numérique et avec un collègue très sympathique qui dit, écoute, je veux pas te déranger, qui passe la tête à travers la porte et qui dit, je veux pas te déranger. Et quand tu auras 2 minutes, est-ce que tu pourras répondre à ça? Voilà. Donc, pas de bol. Une fois qu'il a passé la porte, eh ben, votre concentration est désengagée. Alors, ça, c'est tout ce qui concerne l'entrecoupement des tâches. C'est un sujet qu'on voit dans toutes les structures de service. Euh, Ce qu'il faut comprendre, c'est ce que ça fait au cerveau. C'est-à-dire que un cerveau, pour fonctionner correctement, il a besoin de monter en concentration. Cette concentration, ben, cette montée, c'est un effort. Et après, quand on est concentré sur la tâche, on est sur un plateau et en fait, le cerveau fonctionne, on va dire, à régime normal. Quand on est coupé en permanence, en fait, il va y avoir des baisses de concentration et il va falloir remobiliser le cerveau pour refaciliter la concentration. Et, et en fait, le fait de remonter en concentration plusieurs fois, alors que finalement, on aurait pu monter qu'une seule fois, ça fatigue, ça épuise. Il faut comprendre que on peut se retrouver avec des personnes qui, au final, n'arrivent plus à gérer même une seule tâche. À force d'être hachés, coupés, ils n'arrivent plus à gérer leur tâche complète. Ils sont complètement déconcentrés en continu et ils font des erreurs. Ils font des erreurs et la suite, c'est souvent la mauvaise image d'eux-mêmes qu'ils peuvent avoir sur le travail. Donc, on peut avoir des gens qui se démotivent simplement par le fait qu'ils n'ont jamais cette sensation de se développer. Alors, les pistes d'action, les premières pistes d'action, c'est communiquer, travailler avec les collaborateurs sur des bonnes pratiques. Moi, je me suis rendu compte que peu de gens, moi la première, on connaissait très peu les fonctionnalités de Teams. On ne savait pas gérer une boîte mail, on ne savait pas mettre en place des alertes pour les collaborateurs en disant, là, je suis dans un espace de concentration. Donc, il y a des outils, il faut mettre en place des chartes, des moyens, il faut surtout suivre ça. Il faut ritualiser des temps de concentration dans l'organisation du travail. Alors, quand je dis ça, souvent, les gens disent oui, mais c'est pas toujours possible. Oui, certes, mais je pense qu'il faut, en parlant, moi j'ai un petit peu de retour. Quand on commence à mettre ces thématiques-là euh, dans les sujets avec les équipes, on se rend compte quand même qu'on arrive à trouver des petits systèmes qui permettent de limiter l'entrecoupement des tâches. Euh, les pistes d'action aussi, lorsque vous faites, j'espère, passer les entretiens professionnels, les entretiens d'évaluation et les entretiens professionnels, c'est un sujet sur lequel il faut un peu échanger pour voir comment les personnes vivent cette thématique-là. Vous avez certaines personnes qui arrivent très bien à gérer, ils ont compris l'enjeu, et puis d'autres personnes, y compris des cadres, y compris des gens qui sont très à l'aise avec l'outil informatique, qui sont pas toujours très à l'aise avec cette notion d'entrecoupement des tâches et ils ont pris l'habitude de travailler sur 25 sujets à la fois et de travailler en étant coupés. Alors, on gagne vraiment à travailler sur cette thématique-là. Là, on gagne vraiment en qualité de vie. Voilà, on parle de qualité de vie au travail. Ça, c'est quand même une thématique qui doit être dans votre organisation. Voilà. Allez, le troisième facteur de risque, c'est la notion d'injonction paradoxale. Alors,
Les injonctions paradoxales, c'est l'élu a dit que, le conseil d'administration a dit que, le manager a dit que, les collègues ont dit que, et la réalité du terrain, c'est les prestataires touristiques ont dit que, et les clients de la boutique ou les visiteurs à l'office remontent tel et tel sujet. Alors, quand on parle d'injonction, c'est pas forcément des ordres, c'est plus être dans des réalités qui sont parallèles. L'élu, il prescrit, il veut, il voudrait, il a envie de faire en sorte que son territoire avance de telle et telle manière, ou au contraire, il veut qu'il y ait un statu quo généralisé. Et puis de l'autre côté, on a des prestataires touristiques qui ont des envies, des situations, une situation économique qui est évoluante. Et de l'autre côté, on peut avoir des visiteurs qui ont évidemment des attentes, des envies et des récriminations contre le territoire et autres. Euh, on peut se retrouver aussi avec plusieurs sources de management. On peut avoir un management de proximité, on peut avoir quelqu'un qui fait office de responsable, et puis on peut avoir un grand ou une grande directrice, un grand directeur ou une grande directrice qui chapeaute un ensemble d'offices ou de services. Bon, ça crée du bouillon dans la tête. Donc l'idée, c'est alors dans les pistes d'action, c'est pas forcément évident et c'est pas forcément évident dans la culture de tous les offices de tourisme, mais il faut qu'il y ait une notion de pouvoir fort, c'est-à-dire il faut être d'accord sur enfin, où est le pouvoir et qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est très important et qu'est-ce qui est moins. Il faut clarifier ça. Tout n'est pas important. Dans la notion d'injonction paradoxale, c'est important que le management clarifie ça et dise, voilà, on est dans ce contexte-là, qu'est-ce qui est fondamental? Est-ce que c'est la qualité, c'est l'écoute des clients visiteurs? Est-ce que ça va être le suivi des prestataires ou au contraire, finalement, le suivi des prestataires, c'est peut-être pas le sujet immédiat? Ou alors, clairement, on est là pour mettre en place une politique sur le territoire qu'on déroule et la priorité, c'est ça. Et c'est pas quelques pistes d'action, c'est vraiment la piste d'action prioritaire, c'est clarifier l'ordre de priorité de toutes les infos que les gens reçoivent dans un office de tourisme. Il faut prendre des décisions et prioriser, quoi. Voilà. On en reparle évidemment au besoin. Alors, le quatrième facteur, c'est la mauvaise gestion de la latitude décisionnelle. Alors, on peut avoir des personnes qui disent oui, je veux des responsabilités, ok, on leur en donne, mais clairement, c'est la panique parce que on ne peut pas les accompagner au poste. Voilà. Et puis, finalement, ben, ils sont pas forcément autonomes sur ce poste-là, ils sont pas forcément responsables. Ils ont du mal avec la notion de complète responsabilité. On peut avoir aussi des personnes qui ont a priori besoin d'autonomie au poste, ils ont besoin de créativité dans leur méthode de travail parce qu'ils sont très chargés justement, ils ont beaucoup de thématiques à gérer en même temps et ils peuvent être contraints par beaucoup de process de travail et de délais. Donc là, il y a vraiment une dimension, gérer la temporalité du travail et gérer la méthodologie du travail. Donc avec les deux effets, c'est-à-dire on donne beaucoup de latitude mais ça marche pas, ou au contraire on en donne peu alors qu'il en faudrait. C'est un peu caricatural ce que je dis, mais on est sur ces thématiques-là qu'il faut arriver à gérer.
On peut avoir des collaborateurs qui sont par contre très volontaires pour faire des choses, mais il va falloir calibrer leur autonomie avec leur accord. Euh, on peut aussi avoir des personnes à qui on donne qui a des responsabilités, mais qui ne les voulaient pas. Moi, je voudrais faire un focus sur la fonction d'encadrant ou de responsable. Euh, c'est c'est pas évident à gérer cet aspect-là parce que on est face à des collaborateurs et je sais vraiment que en office de tourisme, on a beaucoup d'envie de bien faire. Il y a une grosse valeur travail et on a beaucoup de mal à débrancher les gens et à aborder cette question-là avec eux qui pourtant est essentielle. En, en sous-marin, là, la question centrale, c'est comment on accompagne les gens au poste. Voilà. Comment on accompagne les gens et dans l'autonomie et dans la responsabilité de service. Donc ça, on l'évoquera, on pourra l'évoquer soit en off si vous le souhaitez, après ce webinaire ou lors d'un prochain webinaire, pardon. Le cinquième facteur qui, moi, me tient à cœur parce que c'est comme les entrecoupements des tâches. Euh, on est dans une numérisation importante et il existe souvent une mauvaise gestion des systèmes d'information. Alors, tout à l'heure, on parlait de Teams qui est coupé avec les notifications, etc. Ça, c'est une partie du problème. On peut avoir travailler avec des plateformes numériques où on a beaucoup d'informations, mais l'information n'est pas stockée, enregistrée en fonction des demandes évidentes qu'on pourrait avoir dans la durée. Alors, pour faire très clair, en gros, moi, ce que je rencontre régulièrement lorsque je fais des audits RPS, c'est le CRM, la plateforme de gestion quelconque, le SharePoint. En gros, on me dit, c'est le bazar. Quand j'ai une question, ben, j'ai créé mes propres ressources à côté parce que je ne m'y retrouve pas et ça me stresse. Euh, Aujourd'hui, on peut avoir des systèmes de gestion qui ont pas été créés de manière assez ergonomique pour tous les collaborateurs. Ils vont avoir été prévus pour la direction, les chefs de service et pas forcément pour tous les collaborateurs. J'étais encore la semaine dernière avec un bureau d'études et qui mettait en place son CSE et on a parlé des risques psychosociaux et c'était encore le cas où il y a une plateforme de gestion de projet qui n'est pas assez opérationnelle et les collaborateurs étaient complètement stressés. Ça devient un travail de gérer l'information. Alors, les pistes d'action, c'est déjà régulièrement s'interroger sur est-ce que le système d'information avec lequel on travaille, il est opérationnel? De quoi on a eu besoin et sur lequel on a bugué, voilà, et sur quoi ça a été dur, et de quoi on va avoir besoin l'année prochaine et comment on va gérer, comment on pourrait améliorer le système pour éviter qu'il y ait des déperditions d'informations et surtout des pertes de temps et des agacements. Voilà. Donc ça, c'est le sujet. Quand vous remettez en place des CRM, des logiciels de gestion de projet et compagnie, on s'intéresse à l'ergonomie et on interroge les collaborateurs sur l'ergonomie et de quoi ils ont besoin. Un informaticien, une équipe de direction, ils peuvent pas voir peut-être une ou deux fonctionnalités qui pourraient faciliter les choses. Donc voilà, ça c'est vraiment une thématique aussi à avoir en tête
beaucoup de gens fatiguent parce que il y a trop d'informations, l'outil numérique est trop complexe et les gens patouillent dans tous les systèmes. Voilà. Eh ben, écoutez, à vous de jouer. Bon courage pour la mise en place des plans de prévention. Claire, vraiment merci infiniment pour tous ces éléments. Donc, bien évidemment, tout le monde a écouté avec une attention vraiment particulière sur tous ces éléments. Bien évidemment, tu restes à notre écoute, tu Tout restes à à notre fait. disposition pour tous les éléments dont auraient besoin les offices de tourisme. On se retrouve donc la semaine prochaine donc, avec un nouveau webinaire. La semaine prochaine, ça sera comment améliorer son bilan qualité. Alors, ça ne sera pas animé par Claire Zanier, mais par Audrey Assema. En attendant, ben, je vous souhaite donc une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour nous retrouver sur les webinaires du vendredi matin. À Merci à très tous. bientôt.